Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette keynote d'ouverture avec Christophe Sanson. Christophe, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de Pyxis, qui est la filiale tech de Cdiscount. Alors, Cdiscount, on connaît tous un petit peu, je pense, mais Pyxis, un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes qui est Pyxis ? Oui, bien sûr. Pyxis est une filiale qui a été créée en 2021 pour supporter en fait l'expansion de Cdiscount et le mouvement vers du B2B. Donc on est à peu près 600, massivement des ingénieurs, on est des fabricants, on développe nos propres systèmes et on supporte les piliers de Cdiscount qui en fait est un peu plus large que le Cdiscount que l'on connaît. Vous connaissez effectivement Cdiscount avec nos 19 millions de visiteurs uniques par mois, c'est à peu près un Français sur trois qui vient nous voir chaque mois, 1 milliard de recherches à l'année. Le deuxième asset, c'est Octopia, qui est notre marketplace de service, qui est le cœur marketplace de Cdiscount, et que l'on monétise aussi pour d'autres acteurs, Cdon, Rakuten, Marjan au Maroc. Donc ça, c'est à peu près 17 000 vendeurs qui viennent nourrir la plateforme. Ensuite, on a C-Logistic, qui est notre filiale supply, qui assure le transport de nos colis et l'expédition. Donc c'est évidemment un asset fondamental pour nous, mais que l'on monétise aussi pour d'autres acteurs. On a ensuite le retail média, qui en fait correspond à ce que vous avez en sponsorisé dans les moteurs de recherche, avec les vendeurs qui parient dessus, etc. Donc ça, c'est aussi un asset fondamental pour nous, mais que l'on monétise pour d'autres. Et enfin, on a CenovaPay, qui est notre brique de paiement. On est notre propre opérateur de paiement, donc on est certifié PCI DSS. Donc ça, c'est le périmètre de Pyxis, donc de Cdiscount et le groupe en entier. Et ça fait de notre terrain de jeu un terrain de jeu fantastique qui est quand même assez large et assez technique. Ça fait un écosystème vraiment très grand et assez complet. Avec cet écosystème, il y a eu beaucoup de changements dans le monde du numérique et dans le monde des retailers. Qu'est-ce qui a changé dans votre stratégie numérique ? On a vu donc l'émergence de Pyxis notamment pour être en appui de cette stratégie. Comment a évolué votre stratégie numérique au cours des dernières années, Christophe ? En fait, il faut garder en tête que nous sommes une plateforme, comme Airbnb, Uber, etc. Donc sur une plateforme, l'objectif, c'est d'activer au mieux vos leviers. Nos leviers sont les 17 000 vendeurs d'un côté, qui amènent des produits. Donc notre objectif, c'est qu'ils amènent facilement et les meilleurs produits possibles. Et de l'autre côté, les gens qui achètent. Donc nos 19 millions de clients, les différents acteurs qui sont branchés via la plateforme sur Octopia. Je vais vous citer Cdon, Rakuten, etc. Donc ça c'est le cœur de notre métier. Et donc pour faire ça, dans les dernières années, en premier lieu, je dirais, nous avons continué à améliorer notre plateforme, améliorer notre méthode de travail pour toujours aller plus vite. On a un objectif fondamental qui est être capable d'aller très vite en production pour tester une nouvelle idée, pour suivre un marché, pour passer devant un marché. Donc ça, c'est fondamental. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les technos standards de la tech, avec un cloud privé, des fermes Kubernetes, etc. Aujourd'hui, on arrive à peu près à aller en prendre en moins d'1 heure. Vous commencez à développer, vous serez en production en moins d'1 heure, avec test compris, système testé, et on déploie à peu près toutes les 7 minutes. Donc en clair, on fait ce qu'on veut. Donc ça a été l'asset fondamental. Vous êtes assez autonome du coup sur toutes ces fonctions de déploiement et de construction. Oui, totalement. Le deuxième point, du fait de cette stratégie de plateforme, en réalité, on doit gérer à l'échelle un problème individuel. Vous, en tant qu'individu, quand vous venez sur le site, vous voulez trouver ce que vous cherchez. Mais en fait, vous êtes quelques-uns en même temps sur quelque chose qui a la largeur d'à peu près 400 magasins. Donc vous aidez à trouver ce que vous cherchez et présente une vraie complexité. Donc pour faire ça, on a beaucoup travaillé l'IA. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait de l'IA chez Cdiscount. On a une trentaine de data scientists. Et quand vous venez sur le site, vous allez rencontrer en gros une cinquantaine d'algorithmes. Catégorisation, aide à trouver, search, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on en a beaucoup travaillé, notamment pour améliorer nos algorithmes de machine learning, mais aussi pour améliorer toute la chaîne qui est en dessous, MLOps, MLE, enfin tout ce qui fait que le machine learning tient dans le temps. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, qui est le point le plus récent, dont tout le monde parle depuis quelques années, qui est l'IA générative. En fait, on a beaucoup travaillé ça sur 2 plans. Le premier plan, c'est le collaborateur augmenté. En fait, on met pas mal d'énergie pour que nos collaborateurs créent le plus facilement possible de la valeur. Donc ça va de la formation des collaborateurs, la mise à disposition d'outils d'IA générative, les outils standards qu'on a tous dans les entreprises ou même à titre individuel. Ça passe aussi par aider nos collaborateurs à créer des bots. On a par exemple l'équipe SAP qui a créé son propre bot qui répond aux questions des utilisateurs sur des questions d'usage, d'expertise de SAP. Ça leur dégage du temps pour faire d'autres choses. Et ensuite, on a nos développeurs pour lesquels on a déployé GitHub Copilot et on est en train de regarder d'autres solutions pour les aider à développer plus vite. Et aujourd'hui, sur les développeurs, on gagne 20% de productivité. Vous avez un gain concret de, entre guillemets, ROI, c'est le
le mot qu'on pourrait dire sur l'IA générative dès aujourd'hui en 2025 donc. Oui, tout à fait. Juste le cas du développeur, 20% de productivité sur un développeur, c'est gigantesque. J'imagine, c'est pas rien. Enfin, vous avez un gain de productivité qui est assez énorme, et ça, c'est avec Copilot, c'est ça, et d'autres solutions Oui, okay. Tout à fait. Et un fait intéressant, je pense, sur les développeurs, quand on a déployé ça, habituellement, on fait des tests et on déploie ensuite. Là, on a déployé massivement tout de suite parce qu'on était convaincus du gain. En réalité, ce sont les développeurs les plus seniors qui se sont emparés de la techno, là où on s'attendait à ce que ce soit les plus juniors. D'accord. Ouais. C'est marrant parce que c'est pas forcément ce qu'on entend. Alors souvent, on a l'impression qu'il y en a qui sont un peu plus réticents. Là, vous, c'est l'inverse. C'est les seniors qui ont dit on prend le sujet en main, c'est génial, on veut aller dessus et qui prouvent que justement ça fonctionne bien. Exactement. Ils ont tout de suite trouvé un intérêt. D'accord. Et le troisième pan, c'est évidemment le pan du business. Sur le business, en fait, si je vous donne un exemple sur le search, donc le moteur de recherche, 50% des recherches sont des recherches long tail. La short tail, c'est par exemple tout ce qu'on cherche tout le temps, un Mac, le dernier iPhone, etc. Et la long tail, c'est des recherches qui sont exécutées 1 à 2 fois par an. Des chaussures noires en 47 avec des lacets verts. Il y en a, j'en suis sûr. Donc du coup... pas celle que je mettrais. Mais quand vous êtes sur la short tail, j'ai beaucoup de signal en entrée pour faire du machine learning. C'est facile, en fait. Il y a énormément de requêtes. On peut les mettre dans un algorithme de machine learning, travailler avec et avoir une IA qui est performante. Quand vous avez une requête 1 à 2 fois par an, le machine learning fonctionne très mal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'IA générative pour augmenter la capacité de ce que l'on avait déjà. Aujourd'hui, sur la long tail en particulier, on recatégorise à peu près entre 20 et 30 millions de fiches produits, 20 je crois exactement. Et en fait, on gagne 30% de conversion sur ces fiches. Donc mais en fait, c'est assez simple. Admettons qu'avant, les chaussures, on les catégorisait dans le rayon puériculture. Évidemment, personne ne trouvait ces chaussures. Et les gens qui cherchaient de la puériculture ne comprenaient pas très bien pourquoi il y avait des chaussures. Donc, en faisant ça, grâce à l'IA générative, on a réussi à augmenter ce niveau-là. On le fait aussi sur les fiches produits. On aide nos vendeurs à améliorer la qualité de la fiche produit. C'est un travail parce que chez Cdiscount et Pixis, il y a la double casquette. Il y a les clients finaux et les clients qui sont les vendeurs et revendeurs. Oui. Et vous avez donc réussi à bien consolider le socle d'IA que vous avez depuis 10 ans et sur certaines briques, rajouter l'IA générative. Oui, c'est ça, exactement. Et après, on a vraiment des briques où on fait de l'IA générative depuis le début. Par exemple, on résume les conversations quand vous avez besoin de discuter avec le vendeur. Il y a une série de conversations qui peut se mettre en place. Et on résume cette conversation dans un onglet exprès pour nos téléconseillers pour qu'en fait, ils gagnent du temps et qu'on fasse gagner du temps aux clients qui appellent le téléconseiller. Oui. Donc là, on est allé directement sur l'IA générative. C'est intéressant que ça, vous avez des gains de productivité qui se mesurent par le temps et aussi par la conversion grâce aux fiches produits. Il y a potentiellement des articles qui sont plus achetés qu'avant parce que c'est mieux référencé, c'est mieux optimisé et vous avez fait tout le travail autour de la donnée derrière. Oui, tout à fait. Et un chiffre concret sur le moteur de recherche, au T4, on a gagné 3 points de taux de clic. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui arrivent, il y en a 3 de plus qui trouvent quelque chose dans ce qu'elles cherchaient. Vous êtes à combien de taux de clic à peu près ? Je ne l'ai pas exactement. Vous ne l'avez pas exactement, mais ça a quand même un gain significatif. Alors Christophe, évidemment, vous n'êtes pas le seul sur le marché du retail et des retailers. Comment ces changements vous ont permis de vous adapter face à vos concurrents directs et surtout avec la montée en puissance des retailers dits plus traditionnels ? Oui. Déjà, comme je le disais, il faut bien comprendre qu'on est un pure player. Ça fait un peu plus de 25 ans qu'on est dans ce métier. Du coup, on a acquis au fur et à mesure du temps la compétence et l'expérience sur ce sujet. Et il y a finalement plusieurs pans. Il y a le premier pan qui est simplement d'être capable de gérer une marketplace, qui est un plan très business. Trouver les meilleurs vendeurs en France, les meilleurs vendeurs un peu partout dans le monde, ça demande une expertise, ça demande une certaine compétence. Être capable de trouver les meilleurs usages UX pour vous aider à trouver vos chaussures, donc sans lacets verts, dans les 400 magasins alignés, ça demande une expérience et une compétence. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a acquis au fur et à mesure du temps, qu'on a développé et sur lesquels on a un niveau d'expertise assez fort. Le deuxième point, c'est la techno qui va derrière, le socle. On a 2 data centers, un à Bordeaux, un à Paris, ça fait 5000 serveurs. On a du cloud dans Azure et en fait, on maîtrise l'intégralité de notre couche technique. Être capable de maîtriser l'intégralité de la couche technique, c'est-à-dire vraiment du serveur jusqu'à l'utilisateur. Et toute la chaîne. Toute la chaîne. Ça nous donne la possibilité de bouger très vite. On a bougé très vite pendant le Covid, quand il a fallu donner des masques, enfin délivrer des masques aux PME. On bouge très vite sur des essais. On peut essayer quelque chose, faire une boucle de rétroaction, l'améliorer, etc. assez rapidement. Et ça, c'est stratégique dans notre milieu.
C'est un milieu, vous l'avez vu, dans le milieu en ligne bouge excessivement vite. On n'achète plus en e-commerce en 2000 aujourd'hui comme on achetait en 2000. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, comme nous maîtrisons l'intégralité de cette couche, en fait, on est capable de l'optimiser. Et optimiser les coûts de la couche technique et les coûts investis, en fait, ça nous permet d'être performants. Et dans le retail, dans la distribution, tous vos coûts se retrouvent dans le prix. Bien Donc sûr. pour nous, c'est un axe fondamental. J'imagine qu'il y a un aspect FinOps, ça c'est aussi Ouais, important très chez vous. poussé. Ouais. Lors de périodes de forte consommation, que ce soit Noël, les soldes et tant d'autres, parce qu'il y a plein quand même de boom et de moments où on va acheter plus que d'autres, comment votre système d'information et votre infrastructure s'adaptent à ces périodes de tension quand même pour vous, où j'imagine qu'il va falloir serrer les coudes et être assez tous ensemble derrière le sujet, parce que s'il y a plusieurs millions de visites, il faut quand même que tout tienne. Oui. Alors effectivement, ce sont des moments de tension, mais surtout des moments d'émulation où en fait il y a quand même quelque chose d'anormal qui se passe et qui est très motivant. Comment on tient? C'est effectivement souvent une question qu'on se pose. En réalité, le site Cdiscount est un site de get, c'est-à-dire qu'en fait, on a devant le site une infrastructure de cache. Et pour faire simple, quand vous arrivez avec une question, je cherche les fameuses chaussures, en fait, on met la réponse en cache. C'est-à-dire qu'on va plus, pour le prochain consommateur qui aura la même question, on va plus chercher dans les serveurs. Donc ça répond immédiatement. Donc paradoxalement, au moment du Black Friday, où on prend à peu près 10 millions de visites dans la journée, eh bien, en fait, le site est plus rapide. Parce qu'il y a eu plus de questions, donc plus de mise en cache et ça va plus vite qu'une obscure nuit fin de mois février. Donc pour cette partie site internet, en réalité, c'est pas un problème, c'est même plutôt une opportunité, le trafic. Donc le trafic est très bienvenu. Sur la partie vendeur, c'est un peu différent, parce qu'au moment du Black Friday, en particulier, mais aussi des soldes, mais particulièrement au Black Friday, l'écosystème des vendeurs s'agite pour mettre des prix, il y a des deals qui sont faits, etc. Et là, on prend énormément de données en entrée. Pour donner un chiffre, on prend jusqu'à 9000 mouvements par seconde sur l'intégration des offres. C'est-à-dire que toutes les offres, il faut qu'on vérifie 9000 fois, toutes les secondes, pardon, il faut qu'on vérifie 9000 fois, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que c'est bien catégorisé, enfin tout ce dont on vient de parler. Donc pour ça, on a des chaînes technologiques assez standards avec ce qu'on appelle des fils Kafka, c'est-à-dire c'est désynchronisé. En gros, on a des entrepôts qui désynchronisent les données et qui évitent de saturer le système. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce que vous dit, Christophe, c'est qu'une période comme celle des soldes, par exemple, on peut se dire ça va être compliqué, mais avec la fonctionnalité du cache et ce que vous avez déployé autour, finalement, ça le transforme en force. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est super. Voilà, c'est vraiment pas on va pas se dire tiens c'est les soldes, le site va cartonner, va fonctionner à 100%, sachant qu'en plus il y a les remises, il y a tout à calculer derrière. Donc j'imagine que là aussi vous avez des algorithmes et plein de trafic à gérer en plus. Et pourtant le site fonctionne presque mieux que l'obscure nuit de février. C'est infime et imperceptible pour un utilisateur, mais nous en millisecondes, parce qu'on mesure à la milliseconde, le site est plus rapide. On est vraiment sur des. Oui, on mesure à la milliseconde. Très bien. Christophe, vous avez parlé de l'IA générative, évidemment, on entend presque parler que de ça. Comment elle a fait, vous, de votre côté, évoluer le milieu? Vous avez parlé, vous avez des cas concrets. Dans les cas métiers, aussi dans les cas clients. Donc, métier, il y a la partie développeur et client, les fiches. Est-ce que vous avez d'autres exemples, Christophe Oui. Par exemple, on travaille beaucoup sur le conversationnel. L'année dernière, je suppose que vous avez déjà essayé de parler avec un chatbot il y a 3 ans. C'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et globalement, l'objectif, c'était de enfin faire comprendre à cet outil un peu stupide que vous vouliez parler à un téléconseiller humain, à quelqu'un. On a tous noté le virage de l'IA générative. L'année dernière, nous avons eu 520 000 conversations avec des clients et entre un client et une IAG. Le taux de satisfaction est à 70%. Là où on était à 20% auparavant avec un bot standard, et 70% globalement, c'est le taux de satisfaction que vous avez quand vous appelez un téléconseiller. D'accord. Ça a rattrapé finalement on a franchi un gap, mais très important. Donc ça, c'est fondamental pour nous et c'est quelque chose qu'on continue à développer parce qu'en réalité, la complexité que l'on doit traiter au quotidien, en fait, c'est celle de l'individu dans la masse. Les 17 000 vendeurs, les 19 millions de clients, etc. En fait, chaque individu est unique et en fait ne veut pas avoir une expérience collective, il veut avoir une expérience adaptée. Et en fait, être capable de traiter ça, pour nous, c'est un vrai challenge. Et notamment, le conversationnel peut nous faire passer un palier sur ce sujet en amenant
du conseil, en aidant, et plutôt que vous cherchiez vos chaussures 43 machin, en fait vous allez dire... C'était 47, vous dites. Ouais, 47. Vous allez dire, je vais à telle cérémonie ou à tel mariage, etc. Je voudrais... Et en fait, vous allez discuter et le conversationnel va vous aider à mieux trouver les choses. Oui, Donc ça, c'est un élément qu'on a déjà bien avancé par l'année dernière et sur lequel on accélère sur beaucoup de domaines. Ouais, ça permet une expérience plus humaine. Est-ce qu'on, petit à petit, finalement, avec ces sujets-là et ces innovations, on se rapproche, même si on n'en est pas encore concrètement dans les faits dessus, mais est-ce qu'on se rapproche d'une expérience en magasin? Oui, en tout cas, du niveau de conseil que vous pouvez avoir quand vous allez voir un conseiller dans un magasin spécialisé, en fait, c'est exactement l'objectif. Avec un assortiment incomparable, en fait. Donc, l'objectif, c'est de vous fournir un conseiller qui va être capable de vous guider dans la multitude des possibilités. Tout à fait. Donc, au chatbot, maintenant, on n'a plus besoin de lui demander, mais je veux appeler un humain. Ça, il se débrouille à peu près. Écoutez, a priori, ce que l'on voit en production, c'est que les bots répondent correctement. D'accord. Ouais, plus 50% de satisfaction. Oui, ça parle. C'est vraiment un cap. Vous avez franchi un gros palier. Christophe, c'est quoi innover finalement quand on fait de l'e-commerce aujourd'hui? Vous parlez d'IA, de machine learning, de data. Comment on innove quand on est un retailer aujourd'hui? Alors, pour moi, il y a trois pans d'innovation. Il y a le premier, celui dont on vient de parler, avec le conversationnel. On a un très gros travail à faire dessus. Et en fait, il y a une vraie complexité technique derrière. Quand vous avez un système en production standard, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'observabilité. C'est-à-dire que vous êtes capable de regarder avec des sondes et des métriques comment il se comporte en production pendant que vous faites autre chose. L'IA générative, c'est un peu plus compliqué. Vous avez quand même un système qui discute avec vos clients et en fait, vous ne savez pas forcément ce qui se dit. Donc, on a toute une série de systèmes qui sont dits des systèmes d'observabilité à développer pour nous assurer que ces modèles répondent correctement et tiennent dans le temps, qui ne driftent pas. On appelle ça drifter sur un modèle d'intelligence artificielle. Donc ça, on est quasiment toute la tech est sur ce genre de sujet. On avance bien, mais c'est un vrai sujet technique d'innovation pour nous. Plus évidemment aller chercher de la valeur. Le deuxième sujet d'innovation, en tout cas le sujet qui attire notre attention de manière assez importante en ce moment, c'est le machine to machine. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, un exemple concret. Aujourd'hui, sur le site, on a des dropshippers. Un dropshipper, c'est un robot qui vient acheter sur notre site et qui vend sur un autre. Il y a fort à parier qu'on commence, nous, à avoir des agents qui achètent pour nous. Donc, ils n'iront pas acheter sur un site pour vendre sur un autre, mais ils iront faire nos courses. Pour l'instant, c'est balbutiant, mais je pense qu'on a tous noté la vitesse à laquelle les choses changent en ce moment dans la tech. Il y a fort à parier qu'assez rapidement, il y ait des agents qui commencent à être intéressants et qui commencent à vraiment nous amener un service. Nous, évidemment, en tant que distributeur, on ne doit pas rater ce virage. Exactement. Donc ça, c'est un sujet important pour nous. Toujours dans le même pan, en fait, le trafic arrive majoritairement de Google quand il arrive via un moteur de recherche. Les choses sont en train de changer. OpenAI ouvre une recherche sur le web, Perplexity aussi, et on voit bien qu'il se passe quelque chose côté générative. Donc toute cette sphère d'innovation, on est très focus dessus. Le dernier pan, qui pour moi est sans doute le plus fondamental, c'est celui de la simplification. En fait, quand vous regardez la vie de ces discounts, on fait un site e-commerce, une marketplace, du B2B. On a des clients un peu partout dans le monde maintenant, des clients business, des clients B2C. Et en fait, tout ça amène de la complexité dans le système. On a en plus, nous, une stratégie One Platform, ce qui fait qu'à la fin, vous avez beaucoup d'équipes qui touchent au même système. Évidemment, on crée de la complexité. On ajoute des sujets, on a beaucoup de réglementations, NIS, DORA, RGPD, AI Act, etc. Et en fait, petit à petit, vous complexifiez votre système. Et quand vous complexifiez vos systèmes, vous embêtez vos ingénieurs. Et quand vous embêtez vos ingénieurs, vous perdez de la valeur. Donc, on a un équilibre à trouver entre c'est très facile de travailler chez nous et c'est sécurisé by design, c'est conforme by design, etc. Donc ça, c'est un enjeu pour nous qui est fondamental et sur lequel on travaille beaucoup. Et plus on sera simple, plus on créera de la valeur, plus meilleurs seront mes ingénieurs et plus ils seront heureux. Et j'ai déjà une équipe fantastique, mais j'espère qu'en faisant cette simplification, elle sera encore plus performante. Il faut une union des forces finalement entre services juridiques, les développeurs et l'ensemble de l'écosystème Cdiscount.
Oui, oui, et pour faire ça, en fait, on a embrassé le Lean, on travaille beaucoup sur ces méthodes. Et d'ailleurs, juste moi, je passe 2 demi-journées par semaine dans les équipes à résoudre des problèmes avec les équipes et à mieux comprendre le système pour le simplifier. Bon, avec un directeur général auprès des équipes, ça va tout de suite un peu mieux. Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Alessandro. You thought you were blinded by the bright lights, but it was just me.